Le cas Dominique de Françoise Dolto, partie 3. La rencontre, la communication interhumaine et le transfert dans la psychanalyse des psychotiques. La suite. Quand le psychanalyste rencontre de jeunes enfants mal vivants et qu'il s'engage avec eux à la recherche de leur vérité, il n'est ni pédagogue, ni éducateur, encore moins rééducateur et pas plus médecin. Son rôle est le même que dans son travail de psychanalyste avec des adultes. L'âge physiologique du psychanalysé seul diffère. Ces enfants mal vivants parlent par leur corps interdit ou non organisé dans ses fonctionnements moteurs. Ils parlent aussi par un corps dont le fonctionnement végétatif est dérythmé ou présente un fonctionnement cybernétique non organisé, voire désorganisé, expression symbolique de leur angoisse à vivre ou de leur détresse. Ils s'expriment par un langage qui se refuse à la parole véridique, ou dans lequel la parole est synonyme d'absence de langage, c'est-à-dire d'absence de communication. Sorte de bande magnétique de mots enregistrés, dépourvus pour qui les prononce de sens pendant qu'ils sont prononcés. Le psychanalyste qui va à la rencontre de ces enfants doit être à l'écoute du langage du corps et du langage mimique. C'est qu'avant l'instauration de la parole expressive existe et perdure encore après l'apprentissage imitatif, passif du langage verbal et gestuel, la langue des images du corps, inscrite dans les fantasmes se rapportant au narcissisme fondamental, au désir et aux besoins, en tant que support de désir y adjacent. C'est ce langage des images du corps que le psychanalyste d'enfant et le psychanalyste de psychotique doit comprendre et analyser. Ce langage, tous les êtres humains, tant qu'ils sont vivants, le possèdent. L'enfant ne possède que lui, avant d'être initié à son schéma corporel, par la déambulation autonome et la rencontre de son image scopique dans le miroir. Rencontre qui induira son identification formelle au semblable de l'entourage, et qui, à partir de cette découverte de ce qu'il donne à voir, induira son langage gestuel et langage parlé, phonématique puis grammatical, à se calquer par imitation sur ceux des adultes. Le langage des images du corps, qui est, pour un sujet, le signifiant premier de toutes ces rencontres, est accompagné de kinèmes du schéma corporel, et dès que l'enfant sait parler, de phonèmes du langage vocal, à chaque rencontre avec des animaux et des humains. C'est ce langage, narcissique, des images du corps, qui entre en résonance de façon inconsciente avec tout signifiant, et en particulier avec les paroles au-delà des corps toujours séparés. Ce langage peut aussi s'exprimer muettement par la gestique, dans le schéma corporel de façon inconsciente. L'attention et l'écoute totale, pas seulement auditive et intellectuelle que les enfants ont des adultes, dépassent celle des adultes. Le champ d'attention des adultes est réduit, en général, depuis leur enfance, à l'expressivité consciente de soi et à la sensibilité par contamination devant l'expressivité d'autrui. L'impressivité et l'expressivité des enfants, non coulées encore dans le moule du langage formel, je veux dire dans le code conventionnel de leur entourage, échappent en grande partie à l'écoute et à l'attention des adultes. Par exemple, les enfants perçoivent et reproduisent les bruits de tout ce qu'ils entendent. Les adultes n'en sont plus capables. Le savoir éloigne de l'être immédiat. L'impuissance physique et l'inachèvement neurologique de l'enfant font croire à l'adulte que l'enfant n'a pas d'entendement en acte, mais c'est faux. Le sujet, chez l'être humain, à l'état d'enfant, enfance veut dire qui ne parle pas, a la même finesse d'entendement qu'il aura à l'état adulte. Seulement, il ne peut pas en témoigner. Chez l'adulte, les mimiques elles-mêmes, conscientes et inconscientes, sont presque toutes spécifiques du milieu social ou de la région géographique dans laquelle il a été éduqué. Ce qui signifie que, dans leurs mimiques et leurs gestes, les adultes dits adaptés ont reçu, à tous les niveaux expressionnels de leur libido, la castration symbolique. En d'autres termes, ils ont été marqués par la non-réception, à effet inhibiteur, des nombreux moyens de signalisation expressive que recèlent les mobilisations partielles du schéma corporel humain. Ces effets inhibiteurs scellent l'appartenance valeureuse de l'être humain en cours de croissance à un code d'expressivité qui fait de lui un élément cohésif du groupe familial, dont sa survie dépend encore et pour longtemps. La famille dans laquelle il grandit l'informe de lui-même et du monde.
Il est nécessaire qu'ils deviennent un élément langagier, passif ou actif, des désirs et des besoins des sujets qui lui sont le plus proches, et dont l'éthique est une résultante inconsciente des complexes pulsionnels de chacun, remaniés par les interactions et influences de ceux qui jouent, de fait, le rôle de détenteur du pouvoir. Les adultes restent et sont toujours plus ou moins assujettis, plus ou moins conditionnés, il faut dire, toujours plus ou moins aliénés à leur vérité impressive et expressive fondamentale. Combien de fois n'entendons-nous pas des adultes dire d'un enfant « il ne dit ou ne fait que des bêtises », c'est-à-dire des choses dépourvues de sens pour moi adulte. Alors que l'enfant, au contraire, par tous ses comportements et tous ses dires, parle d'or et agit authentiquement, animé qu'il est par son désir, inconscient, non encore engagé totalement, avant l'Oedipe, dans l'identification à un élément social responsable. Il ne le deviendra que par l'intégration de la loi que le passé flamme de l'angoisse de castration oedipienne. L'incandescence du désir génital filial s'y consume impuissant, dans sa libido génitale, à l'interdit de l'inceste. On sait par exemple que les adultes n'ont plus la possibilité de prononcer tous les phonèmes dont le gosier humain est capable dans l'enfance. L'image inconsciente de leur larynx conjointe à celle de leur ouïe est devenue incapable d'émettre et même souvent d'entendre des sons qui n'ont pas été validés dans l'échange langagier avec le groupe, lequel est d'abord significatif par la mère, puis par la famille à travers les phonèmes de la langue maternelle. De même pour l'inceste. L'adulte conscient est incapable d'accomplir un désir génital filial. Tous les êtres humains sont donc inconsciemment, par leur adaptation langagière au sens large du terme, des traîtres au regard de leurs ressentis, qu'ils ont, par habitude prise de ne jamais véridiquement l'exprimer, refoulé plus ou moins précocement. Le ressenti peut alors rester enclavé, sans moyen de se communiquer. La musique est un moyen d'exprimer des tensions physiques et émotionnelles dans un registre auditif autre que le langage. La musique est une sublimation des pulsions et affects référés à l'oralité. Elle utilise, en les organisant expressivement, les fréquences, rythmes et modulations que le langage parlé a refoulés. La danse permet d'exprimer par des mouvements et des attitudes expressives, comportementales et langagières, ce que la bienséance a obligé de refouler dans l'expressif gestuel habituel. La danse est une sublimation référée à l'analité. Pulsions et affects peuvent tous être sublimés. Tout artiste est médiateur d'expressions interdites ou refoulées, quel que soit le secteur langagier où son art s'exerce, où son imagination créatrice libère ce refoulé qui n'a pas pu en son temps s'exprimer. Il permet aussi à son vécu actuel, et non plus au seul vécu archaïque, de s'exprimer autrement qu'avec le seul langage courant interpersonnel. Son art est spécifique de sa structure libidinale originale. C'est ce qui souvent fait juger les artistes comme de grands enfants. À tort, car les pulsions libidinales de l'adulte, sourcées à un substrat biologique lié à un schéma corporel génital achevé, sont fondamentalement différentes de celles de l'enfant qu'il a été. C'est l'angoisse de castration oedipienne qui, surmontée par l'intégration de l'interdit de l'inceste, confère puissance créatrice et sociale à l'option artistique par laquelle s'exprime un sujet dans son authenticité et son originalité irréductible. Les adultes que l'épreuve de la castration oedipienne génitale n'a pas complètement humanisé, dans la concordance vécue de leurs paroles avec les paroles de leurs parents en réaction à leurs ressentis et à leurs actes, ou ceux que des traumatismes séducteurs effectivement venus des adultes ont mutilé de leur désir dans l'enfance et rendus en partie invalides au cours de la sexualité prégénitale, gardent une impuissance structurale qui transparaît dans leur langage mimique, leur langage parlé et même leur langage somatique, et qui fait d'eux des inadaptés momentanés ou des inadaptables définitifs. Les psychosomatiques, les psychotiques, les névrotiques peuvent tous certainement être psychanalysés et retrouvés grâce au transfert où se revit dans la relation aux psychanalystes les épreuves marquantes de leur histoire, la libido jusque-là indisponible pour la communication et la créativité. Au cours du travail ressurgit la vérité de leurs désirs déliés de ces angoisses, la mobilisation des pulsions, ainsi réactualisée dans la communication psychanalyste, en rend le sujet témoin. Leur mise en langage par la rencontre avec la personne du psychanalyste leur donne valeur humaine.
Leur expression dans le langage les confronte à l'imaginaire du désir et à la castration de la réalité. Le transfert analysé permet au sujet de reconnaître son désir et d'intégrer ses pulsions à leur fonction symbolique dans sa relation au monde. On entend dire souvent que le travail psychanalytique peut être dangereux, qu'il disjoint des couples ou qu'il stérilise des artistes. Eh bien, si leur accession à leur vérité aboutit à la perte de sens pour eux, de leurs options préalables, c'est que l'engagement de ces sujets n'avait été qu'un engagement névrotique, et pour les artistes de profession, que leur créativité n'était pas authentique. Ce qu'ils avaient construit s'avère, au travail de la psychanalyse, être un évitement de leur communication, un évitement de leur responsabilité en société, plutôt que ce que l'entourage y voyait la preuve qu'ils avaient assumé à la fois leur désir et son inscription dans la réalité d'une créativité responsable. Aucun amour vrai, vivant, n'est dissociable par le travail de la psychanalyse. Aucune communication d'un artiste authentique n'est stérilisable par une psychanalyse, car l'artiste continue de percevoir beaucoup plus que les autres, et donc son désir de le communiquer aux autres demeure. Ce qu'il y a d'authentique chez un être humain ne l'est que plus après une psychanalyse. Mais il est vrai que des êtres qui n'arrivent pas à communiquer ni à créer dans la vie sociale ont trouvé des moyens latéraux de s'exprimer dans un art refuge qui perd pour eux son sens lorsqu'ils ont retrouvé l'authenticité de leur dynamique. Lorsqu'au cours d'une psychanalyse, le lien conjugal s'avère n'avoir pas d'autre sens qu'imaginaire et névrotique, il peut arriver que le sentiment de la responsabilité qui se développe et s'affine chez le psychanalysé lui impose d'accepter la vérité et d'assumer la rupture de son lien marital. Mais sa responsabilité dans la mise au monde d'enfants, qui peuvent être nés de cette union névrotique, ne lui en est que plus consciente et plus importante sa part dans leur éducation. Il est certain que de retrouver sa vérité impose à l'être humain une beaucoup plus grande responsabilité dans ses actes et dans sa relation aux autres. Une psychanalyse est, lorsqu'elle est conduite jusqu'au bout, un travail d'élucidation de vérité et un éveil au respect de la liberté d'autrui. Pour ma part, je connais beaucoup de couples névrotiques auxquels la psychanalyse de l'un des deux conjoints a rendu la communication possible. Couples qui, avant la psychanalyse, n'avaient plus de sens dans leur vie génitale ou dans leur compagnonnage conjugal. Ils étaient avant l'analyse et depuis longtemps intimement séparés, parfois ennemis ou étrangers, parfois, en surcompensation, devenus régressivement dépendants l'un de l'autre dans l'ennui et le victimat. Deux effets beaucoup plus nocifs pour la structure et le développement vers l'autonomie des enfants éduqués au contact de ses parents mal mariés que ne l'est une séparation officiellement assumée, sinon sans déception, du moins sans conflit. Mais revenons à notre propos qui est le travail psychanalytique avec des psychotiques. La psychanalyse, face à des psychotiques, doit s'appliquer à l'étude de fragments de fantasmes, parfois à leurs traces dans les failles inconscientes du langage parlé, dans les contradictions entre les actes et l'expression mimique du visage ou gestuelle du corps. L'attention du psychanalyste doit dépister avec une observation fine une érotisation archaïque ou déplacée, orale, anale ou génitale, dans des fragments du soma, zones érogènes, organes ou systèmes d'organes qui parlent ou crient leurs désirs méconnaissables dans l'ensemble non cohérent de la personne. Dépister le sens perturbé, enclavé, distordu que cet érotisme a pris par rapport à l'ensemble. Une telle perception recourt au cours de la rencontre psychanalytique à des traces différées et diffractées dans des dessins, dans des modelages, exécutés pour l'analyste concurremment ou non avec un discours associatif, au cours des moments où le psychanalysé s'exprime à la personne du psychanalyste. Expression qui ne se place pas toujours lors des rencontres effectives, mais consiste parfois en des messages entre les séances silencieuses ou verbeuses. La propre psychanalyse du psychanalyste l'a préparé à moins de pour soi, ce qui lui permet d'être attentif à l'autre pour lui-même et à travers sa seule histoire. Pour le psychanalyste, ces fragments épars, ces traces de fantasmes, présentifient, du côté du psychanalysé, mais aussi du côté du psychanalyste, le phénomène de la rencontre, soit de la rencontre à toute personne quelconque, soit de la rencontre à la personne de cet autre électif avec qui le psychanalysé éprouve à nouveau les émois de son passé. Et c'est alors le phénomène du transfert.
Mais il y a véritablement rencontre, au sens d'une reconnaissance de langage humain entre psychanalysé et psychanalyste. Qu'au moment où le psychanalyste déchiffre le sens inconscient, exutoire ou créatif du ressenti émotionnel de l'analysé. Ce qui, même pour le sujet qu'il a donné, est en tout ou en partie voilé. Quant au dire du psychanalyste, il est parfois nécessaire, quelquefois adjuvant, et son agir a toujours valeur de langage. Il s'en sert pour mieux présentifier à l'analysé ses dires signifiants. On observe dans ce travail de déchiffrement que la plupart des fragments amenés par l'analysé, Dominique, dans le cas de l'observation présente, ont pu être reconnus comme des effets de langue différés d'un désir sous-jacent ou comme des effets d'un langage diffracté dans des fantasmes visant à exprimer, en le figeant, un désir du sujet allant, devenant autonome et masculin. Désir dont la reconnaissance jusqu'à la psychanalyse n'avait pas été humainement ni éthiquement senti. Différé d'ailleurs peut être compris dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un désir imaginé dans un autre temps que celui où Dominique le vit et où il pourrait le satisfaire, et dans un autre lieu, ailleurs, grâce à la médiation du fantasme d'un autre corps que le sien. Corps qu'il fantasme dans une sensation aliénée, imaginée ailleurs, ou imaginée autre que dans la réalité actuelle de ce corps d'adolescent garçon. Ainsi, les fantasmes sont-ils les seuls moyens d'expression pendant toute une partie du traitement. Il s'agit d'émois figés depuis la petite enfance qui doivent trouver le moyen de s'exprimer, qui répondent à une image du corps d'enfant qui n'était pas symbolisable à l'époque et qui a disparu depuis. Le corps actuel de Dominique ne lui fournit plus les mêmes références qu'autrefois. Il est le lieu de perceptions érotiques inclassables humainement, faute d'échanges symboliques au cours de son développement avec géniteurs et fratries, dans des rencontres interhumaines parlées et sensées du fait de leur propre castration oedipienne. Ce n'est qu'à la fin de ces rencontres avec moi que Dominique parle comme parle un être sain ou névrosé, c'est-à-dire à ma personne, et en réponse à mes dires ou à mes questions. Pendant toute une partie du traitement, il n'est jamais ou presque question de ma présence dans ces questions, dans ces dires, ni de lui actuel, mais il agit mystérieusement. Il déparle ou parle ailleurs, d'autres lieux, d'autres rencontres, d'autres temps, de personnages qui veut non préhistoriques et dans lesquels une partie de sa libido se projette aliénée, prêtée à des corps qu'il invente, étrangers aux caractéristiques des espèces vivantes connues, étranger à l'espèce humaine ou inversé de sexe, c'est-à-dire en situation érotique inarticulable à une demande venant de son corps actuel qui s'adresserait à un autre corps actuel. Le désir paniquant, confusément pervers, référencé à tous les stades archaïques libidinaux, non assumés en clair au début de la rencontre à ma personne, est de même espèce que celui que Dominique ressentait répétitivement depuis son entrée dans la psychose, vis-à-vis de toutes les personnes rencontrées. La preuve en sont les dires, les modelages stéréotypés et les dessins stéréotypés, les propos où le délire domine, par quoi Dominique s'exprimait semblablement partout depuis des années et que j'ai rapporté en témoignage des 2 premières séances. Dans ce discours délirant, on s'en souvient, on pouvait entendre que les autonomie du désir, se réfugiaient et se camouflaient dans le feuillage des arbres, image du corps référée au corps végétatif dans l'ineffable viscéral de l'homme. À la seconde séance déjà, une modification s'amorce. Le personnage est modelé avec 2 axes, encadrant le thorax, au lieu d'un seul qu'il avait toujours depuis des années. Dans ce contact refusé qui caractérisait Dominique, il m'était absolument impossible au début du traitement de le comprendre, mais non de l'écouter, ni de lui prêter mon ouïe en essayant de lui articuler un entendre. Qu'on voit la différence des oreilles entre le personnage nouveau et le personnage stéréotypé. C'est lorsque vient la fin du traitement de la psychose, lorsque devrait venir, si possible, le traitement de la névrose, que nous comprenons ce que Dominique redoutait de tout être humain. C'était, selon l'expérience acquise au contact des personnes qu'il avait antérieurement rencontrées, la non-reconnaissance de ses angoisses dues à un désir cannibale et incestueux
désir constamment encouragé et surexcité par l'imposition à son corps et à son sexe du corps de sa mère, et par le danger alors éprouvé d'une tentation, à tous les niveaux, de consommation charnelle par et dans son corps. Corps qui ne savait même plus, et de moins en moins l'aurait su, s'il était celui d'un mâle ou d'une femelle, de quelque espèce historique, préhistorique ou hallucinée, para ou anhistorique. Mais au début du traitement, ce n'est pas ce que Dominique craignait qu'il nous fallait dépister, mais plutôt comment il se ressentait dans sa panique. Et pour le savoir, il me fallait tenter de comprendre dans le transfert comment il ressentait ma présence et faisait ainsi face aux fantasmes que moi, comme tout un chacun d'ailleurs, je lui procurais. Les représentations modelées et dessinées par leurs variantes ont servi d'illustration, d'image à la fois des fantasmes du corps médiateur et de barrage à la rencontre avec moi. Quelques propos déclaratifs de mon fait, en réponse au langage peu courant de Dominique, lui ont apporté l'effet de rencontre. Qu'on se rappelle le moment où il a dit, comme à la cantonade en claironnant, « Quelquefois, lorsque je me réveille, je me dis que j'ai subi quelque chose de vrai ?» À quoi j'ai répondu « Et qui t'a rendu pas vrai ?» Aussitôt, « Mais oui, c'est ça. Comment le savez-vous ?» Les premiers mots d'un enfant ou d'un psychotique sont comme le premier rêve du névrosé adulte. Savoir les enregistrer et les écouter, comme plein du sens de toute la suite, est très important. Et c'est parce que je lui ai dit que je ne le savais pas par moi-même, mais que c'était lui qui venait de me le faire comprendre, que c'était donc sa propre expression par moi reçue qui m'avait fait lui répondre des mots qu'il ressentait vrais, preuve que je l'avais entendu et que je l'avais compris, c'est cela qui lui a fait effet d'une écoute nouvelle, l'effet de la rencontre, l'effet que le silence de mon écoute était plein de sens, ce sens dont il parle. Du bruit, et puis tout d'un coup, le silence complet, qu'on entendait une mouche voler, j'aime ça. Effet de silence à plusieurs, après le bruit des paroles, associé sans doute au souvenir du coït des parents dans leur chambre que Dominique occupait quand il était petit, c'est-à-dire le silence de la rencontre créatrice dans l'angoisse des mouches, autant quiétude aux vaches laitières, sa mère ou moi, signifiant aussi peut-être de la jalousie persécutrice du témoin que j'étais et dans lequel les souvenirs d'enfant de Dominique se projetaient. Moi, témoin auditif et visuel de son comportement avec lui-même, par lequel Dominique présentifiait une sorte de corps à corps constant, revécu en fantasme muet de façon autiste et stérile. Mais cette rencontre continuait de me situer parmi les personnes très dangereuses, puisque j'étais reconnue valable par son entourage. Je devais être semblable aux autres et de connivence avec eux. Je devais être aussi contaminée de cette incompréhension et de cette réprobation dont son entourage faisait montre vis-à-vis de son angoisse. Je veux dire que cet habitus symptomatique qui faisait de lui un ségrégué. Aussi le transfert fut-il très ambivalent dans la confiance et la méfiance jusqu'à la 4e séance. C'est peu à peu, par des effets de rencontre de sens, que grâce à mon écoute dans le transfert, je suis venue à sa périphérie, cohésive, proche mais extérieure à lui, qui devenait à son tour cohésif, non morcelé par moi, en qui, sans corps à corps, il se mirait, en qui il mesurait l'espace expressionnel dans lequel il pouvait dorénavant se situer, se référer et communiquer avec moi, sans danger d'être coopté ou détruit par un désir, le mien, qu'il projetait à l'instar du sien, mutilateur cannibale. C'est ainsi que, dans le transfert, le psychanalyste devient le symbole de la cohésion de la personne en cours d'élaboration, de la personne du psychotique. En même temps, il devient le représentant de la mémoire attestée d'un ressenti répétitivement éprouvé et qui prend sens de réconciliation libidinale narcissique. Ce processus advient du fait que l'exprimé du psychanalysé est toujours reconnu valable par le psychanalyste, même s'il ne le comprend pas consciemment. Ce phénomène est en lui-même symbolique d'une rencontre authentique avec un spécimen humain, dont la semblance réveille le reste des traces du passé sans entraîner l'effet décohésif d'une déstructuration
sensory-synesthésique. La variance actuelle de ce qui est perçu par le sujet au contact du psychanalyste appelle l'évocation de ressentis semblables, d'intensités diverses. Dans d'autres circonstances, dans des rencontres qui se sont produites ailleurs, en d'autres moments et en d'autres lieux, avec d'autres personnes, d'autres vivants, d'autres choses. Mais cette rencontre, ici et maintenant, est garante de la dynamique du corps ici présent, et non pas d'un corps emporté dans sa réalité avec l'imaginaire retrouvé. Tout cela n'est possible que dans le phénomène du transfert, par la médiation de ce que l'analysé exprime et de ce que l'analyste prouve qu'il reçoit. L'analyste lui-même n'est atteint ni sentimentalement ni sensoriellement par les fantasmes. Le psychanalysé le retrouve semblable. Sa réalité demeure semblable au cours des séances, quelle que soit l'angoisse ou la violence des pulsions exprimées par le psychanalysé. L'analyste peut alors être calmement considéré en sa place et son rôle d'imaginaire, que l'autre clive du champ symbolique, au lieu d'être confondu dans un corps à corps agi, ce qui pourrait se passer s'il y avait corps à corps ludique ou maternant, s'il n'y avait pas le colloque à distance des corps entre analysé et analyste. Pour étudier le langage diffracté et différé dans le comportement, les dessins, les modelages et le discours de l'analysé, le psychanalyste est face à des fantasmes, voire à des fantasmes de fantasmes. Voire dans le cas de Dominique la vache qui rêve qu'elle est un bœuf. 4e séance. Des masques en pelure d'oignon, pourrait-on dire, résistance, qu'il doit totalement respecter s'il veut secourir le sujet dans son rapport à lui-même, reconnu masqué, mais libre aussi de le rester.